Le ministère de la Défense russe a annoncé l'achèvement d'une patrouille aérienne de plusieurs heures, menée par des bombardiers stratégiques Tupolev, Tu-95 MES, escortés de chasseurs Sukhoi, Su-33 au-dessus des eaux internationales de la mer de Norvège et de la mer de Barents. Pendant plus de 7 heures, les bombardiers stratégiques russes sont restés en vol, suivant des itinéraires strictement définis au-dessus des eaux glaciales de l'Arctique, sans violer les frontières aériennes des États voisins et en respectant pleinement les règles internationales. Formellement, il s'agit d'une opération de routine. La Russie effectue régulièrement de telles patrouilles, entraînant ses équipages d'aviation stratégique dans les hautes latitudes septentrionales et affichant sa présence dans la région. Toutefois, la concordance temporelle transforme cette procédure habituelle en signal géopolitique puissant. Quelques jours seulement avant ce vol, le président américain Donald Trump a réaffirmé son intention d'annexer le Groenland aux États-Unis, déclarant que l'île était nécessaire à l'Amérique, non pas tant pour ses ressources naturelles, que pour des considérations de sécurité nationale, puisque le long de ses côtes se trouverait Quote 0U. Coïncidence ou démonstration de force calculée? Ce vol de 7 heures de bombardier stratégique, après des déclarations sur Trade Quote 1, ressemble à un exemple classique de diplomatie aérienne. Lorsque des avions militaires transmettent des messages politiques, lorsqu'une trajectoire au-dessus d'eaux internationales devient une ligne séparant intention et réalité sur la carte de la confrontation mondiale. Le Tu-95MS n'est pas qu'un simple avion, c'est un symbole de la puissance stratégique russe, une légende de l'aviation nationale, un appareil en service depuis le milieu des années 50 et constamment modernisé, demeurant l'un des éléments clés de la triade nucléaire du pays. Ce bombardier stratégique turbopropulsé peut emporter des missiles de croisière à longue portée, dont les modèles les plus récents d'armement de haute précision, et frapper des cibles à des milliers de kilomètres. Le Tu-95MS peut transporter aussi bien des armes conventionnelles que nucléaires, ce qui en fait un instrument polyvalent de dissuasion stratégique. Le bruit caractéristique de ses hélices à 8 pales rend ce bombardier reconnaissable à grande distance. Les radars le détectent bien avant tout contact visuel. Les vols de Tu-95 MES, au-dessus des eaux internationales de l'Arctique, constituent une pratique courante des forces aérospatiales russes. La Russie effectue régulièrement des patrouilles près de ses frontières septentrionales, répète des itinéraires de vol, entraîne ses équipages dans des conditions de mission prolongées et démontre sa capacité d'opérer à grande distance de ses bases. Les bombardiers stratégiques étaient escortés de chasseurs Su-33, des appareils embarqués capables d'assurer la protection des porteurs de missiles sur les segments critiques de l'itinéraire. La présence de chasseurs d'escorte souligne le sérieux de l'opération. La Russie n'envoie pas simplement des avions dans le ciel, elle garantit un ensemble complet de mesures de protection pour ses vecteurs stratégiques. 7 heures de vol ininterrompues au-dessus des eaux froides de la mer de Norvège et de la mer de Barents constituent une démonstration de l'endurance des équipages et des capacités techniques des appareils. Les Tu-95MS ont patrouillé les eaux internationales de 2 zones maritimes arctiques stratégiques, limitrophes des territoires de la Russie, de la Norvège et d'autres États de la région. La mer de Norvège et la mer de Barents sont des zones stratégiques traversées par des routes maritimes reliant l'Atlantique à l'océan Arctique, où se trouvent des bases militaires et des infrastructures, où s'effectue l'extraction d'hydrocarbures, où se croisent les intérêts économiques et défensifs de plusieurs puissances. Les bombardiers stratégiques russes longeaient les limites conventionnelles de l'espace aérien des pays de l'OTAN, restant dans l'espace aérien international sans violer la souveraineté des États voisins, tout en se trouvant suffisamment près pour que les radars de l'Alliance détectent chacun de leurs mouvements. Les systèmes d'alerte précoce repèrent de tels appareils à des centaines de kilomètres. Les contrôleurs déclenchent l'alerte, le commandement décide de faire décoller les forces de réaction rapide en veille. Les chasseurs des pays de l'OTAN décollent, identifient visuellement les appareils russes et les escortent à distance de sécurité. Le ministère de la Défense russe n'a pas précisé quels pays ont fait décoller leurs chasseurs, mais la logique suggère qu'il s'agissait très probablement de la Norvège, peut-être du Royaume-Uni et d'autres membres de l'Alliance. La réaction était prévisible. Chaque décollage de chasseurs
rappelle que toute activité de bombardier stratégique est perçue comme une menace potentielle, exigeant une réponse immédiate. Les déclarations de Donald Trump sur le Groenland résonnent comme l'écho de son premier mandat présidentiel, lorsqu'en 2019, il proposait au Danemark de racheter la plus grande île du monde, suscitant l'indignation à Copenhague et les moqueries dans les médias mondiaux. À l'époque, l'idée fut perçue comme la lubie d'un président excentrique. Cependant, de retour à la Maison-Blanche en 2025, Trump a relancé le sujet, cette fois avec une justification plus nette. Non pas les ressources, mais la sécurité nationale. Le président américain a déclaré que l'île était nécessaire à l'Amérique pour contrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine dans la région arctique. Ces propos selon lesquels le long des côtes du Groenland se trouvent partout des navires russes et chinois ont résonné comme une accusation directe contre Moscou et Pékin. Cette formulation transforme de fait la question du Groenland d'économique en militaro-stratégique. Trump ne propose pas d'acheter l'île pour ses richesses minérales. Bien que le Groenland possède effectivement d'importantes réserves de terres rares, d'uranium, de pétrole et de gaz, il propose de prendre le contrôle du territoire afin de renforcer la présence militaire américaine dans l'Arctique et de créer une barrière contre la Russie et la Chine. Cette déclaration reconnaît de fait que Washington considère la Russie et la Chine comme des adversaires dans la lutte pour l'Arctique, et le Groenland comme une tête de pont militaire. La réaction du Danemark a été ferme. Convocation de l'ambassadeur américain, demande d'explication, refus catégorique de discuter de la question de la souveraineté de l'île. Copenhague a souligné que le Groenland jouit d'une large autonomie au sein du Royaume du Danemark, et que son avenir doit être décidé par les Groenlandais eux-mêmes. Le Premier ministre groenlandais a également déclaré que l'île n'était pas à vendre et ne le serait jamais. Jeff Landry, gouverneur de Louisiane, a reçu une nouvelle nomination du président Trump, devenir envoyé spécial sur la question du Groenland et mener des négociations avec le Danemark sur le statut de l'île. Cette nomination n'est pas un geste symbolique, mais une mesure concrète indiquant le sérieux des intentions de la Maison-Blanche. Landry est un républicain, un conservateur intransigeant connu pour ses positions inflexibles, partisan des méthodes musclées pour résoudre les problèmes, un proche de Trump. Landry doit mener des négociations avec Copenhague en utilisant tout l'arsenal des instruments diplomatiques, économiques et politiques de pression. Cela peut inclure la menace de réviser la coopération militaire entre les États-Unis et le Danemark au sein de l'OTAN, des sanctions ou des avantages économiques, des pressions politiques par le biais d'alliés. Une telle diplomatie de la force n'est pas nouvelle dans la politique étrangère américaine, mais son application à un allié de l'OTAN provoque un choc dans les capitales européennes. Le Danemark n'est pas un adversaire des États-Unis, mais un partenaire au sein de l'Alliance, un pays qui accueille des bases militaires américaines sur son territoire et participe à des opérations conjointes. Tenter de dicter les conditions à un allié, en ignorant sa souveraineté, est perçu comme une manifestation de l'impérialisme américain. Les responsables politiques européens s'interrogent. Si les États-Unis sont prêts à traiter ainsi le Danemark, qu'en sera-t-il des autres alliés? Le Danemark est-il prêt à résister aux pressions de Washington? Et quel prix faudra-t-il payer pour défendre sa souveraineté? Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a commenté les projets de Trump concernant le Groenland, déclarant que pour l'instant, ils demeurent au stade de déclaration, mais que Moscou continue de les suivre attentivement. La phrase clé a été prononcée clairement. L'Arctique constitue une zone d'intérêt nationaux pour la Russie, et le pays continuera d'y être présent indépendamment de la position des autres acteurs. Il s'agit d'une constatation de la réalité, étayée par la géographie, l'économie et la puissance militaire. La Russie possède le plus long littoral arctique du monde, plus de 24 000 km. Pour Moscou, l'Arctique est une région vitale, dont dépendent les corridors logistiques, l'extraction d'hydrocarbures et de ressources minérales, la sécurité nationale. La Russie développe activement la route maritime du Nord, la voie maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie, qui devient de plus en plus accessible en raison de la fonte des glaces arctiques. La Russie possède la plus grande flotte de brise-glace à propulsion nucléaire au monde et continue d'en construire de nouveaux. La présence militaire russe dans l'Arctique s'accroît également. Des bases militaires sont restaurées et construites sur les archipels de la Nouvelle-Zambie, de la terre François-Joseph
et des îles de Nouvelle-Sibérie. Des systèmes de défense anti-aérienne, des stations radars et des aérodromes capables d'accueillir des chasseurs et des bombardiers stratégiques y sont déployés. Des brigades arctiques spécialisées sont créées. Les déclarations de Trump, selon lesquelles le Groenland est nécessaire aux États-Unis à cause des Tsi-4 sont perçues à Moscou comme une tentative de créer une nouvelle infrastructure militaire de l'OTAN à proximité immédiate des frontières septentrionales russes. Si les États-Unis obtiennent le contrôle total du Groenland, ils pourront déployer des installations militaires supplémentaires, des systèmes de défense antimissiles et des radars de détection à longue portée. Cela modifierait l'équilibre des forces dans la région et créerait une menace directe pour les intérêts russes. Le vol des Tu-95MS au-dessus de la mer de Norvège et de la mer de Barents, quelques jours après les déclarations de Trump sur le Groenland, peut difficilement être considéré comme une coïncidence fortuite. Moscou envoie simultanément plusieurs signaux à différents destinataires. À Washington, le message est ferme. La Russie voit les projets américains concernant le Groenland, suit chaque mouvement et est prête à répondre aux tentatives de modifier l'équilibre des forces dans l'Arctique. Il ne faut pas croire qu'on puisse militariser l'île, déployer une nouvelle infrastructure de l'OTAN et créer une menace pour les intérêts russes sans réaction appropriée. Les bombardiers stratégiques dans le ciel arctique rappellent que la Russie conserve la capacité de projeter sa puissance à grande distance. Au pays de l'OTAN, le signal n'est pas moins clair. La Russie demeure un acteur puissant dans la région, capable à tout moment de manifester sa présence. Au Danemark et au Groenland, Moscou transmet également un message. La Russie n'assistera pas passivement aux tentatives de modifier le statut de l'île. Les bombardiers stratégiques sont un puissant instrument de communication politique. Leur apparition dans le ciel suscite une réaction immédiate. Les médias publient des titres, les experts donnent des commentaires, les responsables politiques font des déclarations. C'est une forme de diplomatie aérienne, où les avions transmettent des messages plus forts que les mots, où la trajectoire de vol devient une déclaration politique. Dans quelle mesure une telle stratégie est-elle efficace? D'une part, elle démontre la détermination et la volonté d'agir. D'autre part, de telles démonstrations de force peuvent être perçues comme des provocations, accroître les tensions et pousser l'autre partie à des actions symétriques. Trump a directement désigné la Russie et la Chine comme les raisons pour lesquelles les États-Unis ont besoin du Groenland. Cette reconnaissance identifie les deux puissances comme les principaux adversaires de l'Amérique dans la lutte pour l'Arctique. Si le rôle de la Russie dans la région est évident, le renforcement de la présence chinoise constitue un facteur relativement nouveau. La Chine n'est pas un État arctique au sens géographique. Mais Pékin s'est déclaré quote 5i et intensifie activement ses activités dans la région. Les intérêts chinois dans l'Arctique sont multiples, économiques, scientifiques, stratégiques. Pékin participe au projet de la route maritime du Nord, investit dans les terminaux russes de gaz naturel liquéfié, développe la recherche polaire, construit ses propres brise-glaces et mène des expéditions. Pour la Chine, l'Arctique représente un nouveau corridor commercial susceptible de réduire de plusieurs semaines le temps de livraison des marchandises entre l'Asie et l'Europe par rapport aux routes traditionnelles via le canal de Suez. C'est également l'occasion de réduire la dépendance vis-à-vis des routes maritimes contrôlées par les États-Unis, comme le détroit de Malacca. L'accès aux ressources arctiques fait également partie des plans à long terme de Pékin. La coopération russo-chinoise dans l'Arctique revêt pour l'instant un caractère principalement économique, mais suscite déjà des inquiétudes en Occident. Si les deux principaux opposants géopolitiques des États-Unis unissent leurs efforts dans la région, l'équilibre des forces pourrait basculer au détriment de l'OTAN. L'Arctique risque de devenir une nouvelle arène de confrontation où les États-Unis et leurs alliés s'opposeraient à un axe russo-chinois. La réaction des pays de l'OTAN au vol des bombardiers stratégiques russes était prévisible. Dès que les radars ont détecté l'approche des Tu-95MS vers les frontières de l'espace aérien de l'Alliance, les forces de réaction rapide en veille ont été mises en alerte. Des chasseurs, vraisemblablement norvégiens ou britanniques, ont décollé de leur base et se sont dirigés vers l'interception. La mission des chasseurs d'escorte consiste à identifier visuellement les appareils russes, confirmer leur type, suivre leur trajectoire
et être prêt à une action immédiate en cas de violation de l'espace aérien. Il s'agit d'une procédure rodée qui se répète régulièrement. Les bombardiers stratégiques russes effectuent des vols près des frontières de l'OTAN, les forces de l'Alliance réagissent par le décollage de chasseurs, les deux parties font preuve de professionnalisme. Derrière cette routine se cache une tension permanente. Chaque vol de ce type rappelle que les bombardiers stratégiques peuvent transporter des armes d'une grande puissance destructrice, qu'ils peuvent frapper des cibles en profondeur sur le territoire ennemi. Les deux parties utilisent ces vols à des fins informationnelles. L'OTAN parle de provocation russe, de démonstration d'intention agressive. La Russie répond qu'elle effectue une patrouille légitime au-dessus d'eaux internationales, agit conformément au droit international et ne crée aucune menace. Le Groenland est la clé du contrôle de la région arctique, un atout géostratégique d'une valeur immense, un territoire dont dépend l'équilibre des forces dans tout le Nord. Située entre l'Amérique du Nord et l'Europe, l'île contrôle l'accès à l'océan Arctique, à la route maritime du Nord et aux communications maritimes. Au nord-ouest du Groenland se trouve déjà la base militaire américaine de Thulé, un élément clé du système d'alerte précoce contre les attaques de missiles et de surveillance spatiale. Si les États-Unis obtiennent le contrôle total de l'île, les possibilités d'expansion de l'infrastructure militaire deviendraient pratiquement illimitées. Washington pourrait déployer des systèmes supplémentaires de défense antimissiles, renforcer la couverture radar de la région, créer des bases navales et construire des aérodromes pour l'aviation stratégique. Le Groenland pourrait devenir un avant-poste avancé de l'OTAN dans l'Arctique, une plateforme de projection de puissance. Pour la Russie et la Chine, un tel scénario équivaut à un cauchemar, la transformation de fait de l'Arctique en zone de domination de l'Alliance. L'accès aux ressources de la région serait limité, la route maritime du Nord menacée de contrôle extérieur, les capacités militaires d'opérer dans la région réduites. Moscou et Pékin sont-ils prêts à accepter une telle évolution? Toute la logique de leur comportement ces dernières années indique le contraire. Les deux puissances intensifieront leur propre présence, renforceront leur position et créeront des contre-mesures. Le vol de 7 heures des bombardiers stratégiques russes, Tu-95MS, au-dessus des eaux internationales de la mer de Norvège et de la mer de Barents, effectué quelques jours après les déclarations de Donald Trump sur son intention d'annexer le Groenland aux États-Unis et la nomination d'un envoyé spécial pour négocier avec le Danemark, constitue un avertissement géopolitique. Moscou fait comprendre à Washington que les tentatives de modifier l'équilibre des forces dans l'Arctique, de militariser le Groenland et de créer de nouvelles menaces pour la sécurité nationale russe ne resteront pas sans réponse. La position du Kremlin est parfaitement claire. L'Arctique était, est et restera une zone d'intérêt nationaux pour la Russie. Dans quelle mesure les intentions de Trump sont-elles sérieuses? Est-il prêt à aller au-delà des déclarations retentissantes? Copenhague pourra-t-il résister aux pressions de son principal allié? L'Arctique ne deviendra-t-il pas une nouvelle arène de confrontation mondiale où les grandes puissances accroîtront leur présence militaire, créant une situation de plus en plus dangereuse? 7 heures en vol au-dessus des eaux froides du Nord, ce sont 7 heures pendant lesquelles le monde a reçu un signal clair. Lorsque les bombardiers stratégiques russes s'élèvent dans le ciel après des déclarations sur la nécessité du Groenland pour contrer la Russie, c'est un rappel. La bataille pour l'Arctique ne fait que commencer, et son issue déterminera l'équilibre des forces au XXIe siècle.